Bienvenue sur GoShop Academy, Énergie du savoir, qui est un programme initié par GoShop Énergie, visant à octroyer aux jeunes techniciens les compétences techniques et théoriques dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi les préparant à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique en Afrique. Bienvenue dans ce dernier chapitre intitulé « Les dipôles électriques ». Nous allons explorer la diversité des dipôles électriques, appréhender leurs applications spécifiques et comprendre les raisons de leur association. Je suis Eric Chimeshula, ingénieur A0 en génie électrique et responsable pédagogique chez GoShop Énergie. À la fin de ce chapitre, vous aurez comme compétence savoir différencier les dipôles récepteurs et les dipôles générateurs. Vous allez comprendre les conditions d'association des dipôles actifs et connaître et maîtriser certaines lois fondamentales de l'électricité. Et comme savoir-faire, vous serez à mesure de choisir les types de dipôles en fonction des résultats escomptés et aussi faire les branchements de ces dipôles en fonction des besoins et enfin appliquer les méthodes de calcul et d'analyse des circuits électriques. En premier lieu, on commence par les dipôles passifs, qui est défini comme étant un récepteur qui transforme la totalité de l'énergie électrique absorbée en énergie thermique ou encore en énergie calorifique. On peut citer l'exemple des dipôles passifs, on peut citer un réchaud électrique, un fer à repasser, une lampe à incandescence, ainsi de suite. Les dipôles passifs respectent la loi d'Ohm qui stipule que la tension borne d'un récepteur est proportionnelle à l'intensité qui les traverse et a comme coefficient de proportionnalité en courant continu ou avec une résistance la valeur de la résistance ou encore en courant alternatif, le coefficient de proportionnalité est représenté par l'impédance du récepteur. Et donc la loi d'Ohm est donnée par la relation de la tension aux bornes du récepteur qui est égale à la résistance fois le courant. Ici, on peut voir la figure qui représente une résistance. Et donc, on prélève la tension. Et cette tension, comme l'indiquent les graphiques ci-contre, cette tension varie proportionnellement avec les courants, c'est-à-dire d'une manière linéaire. Aussi, la loi de Joule est appliquée au dipôle passif et stipule que l'énergie dissipée par une résistance R pendant un temps donné Tx est directement proportionnelle au carré de l'intensité du courant qui la traverse. Notez WAB, cette énergie est égale à la tension UAB aux bornes de cette résistance multipliée par les courants qui la traversent multiplié par les temps Tx. On peut encore écrire cette expression comme ceci. L'énergie dissipée par cette résistance sera donc égale à la résistance multipliée par le carré de l'intensité du courant qui la traverse multiplié par les temps Tx. Et comme indiqué ci-dessous par cette image, tout conducteur traversé par un courant dégage de l'énergie sous forme de la chaleur. En second lieu, nous allons étudier les dipôles actifs. Et parmi les dipôles actifs, on distingue deux types, les dipôles générateurs actifs et les dipôles récepteurs actifs. On commence par les dipôles générateurs actifs, définis comme étant un système capable de transformer en énergie électrique une autre forme d'énergie. Exemple, la dynamo transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Ou encore une pile, une batterie transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Et enfin, on peut parler d'une cellule photovoltaïque qui transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique. Alors, les dipôles générateurs actifs sont associés à des grandeurs électriques. Ces grandeurs électriques, et ici-bas, on peut voir les schémas équivalents qui représentent un dipôle générateur actif. Et ces grandeurs électriques, on peut les retrouver comme la force électromotrice, notée E, et la résistance interne du dipôle générateur actif, noté petit r. Et donc, mesurer la tension en borne
de ce générateur actif revient donc à l'expression qui est donnée par la force électromotrice moins la chute des tensions ohmiques notée R fois l'intensité débitée par ce générateur. Parlons des bilans de puissance d'un dipôle générateur actif. Ici, on a énuméré 3 types de puissance. En premier lieu, nous avons la puissance absorbée, notée PA. Dans les cas d'une dynamo, cette puissance est une puissance mécanique de rotation. En second lieu, nous avons la puissance utile, notée PU, qui est une puissance électrique. Et enfin, nous avons la puissance perdue par effet Joule, PP. La puissance absorbée est donc donnée par la force électromotrice fois l'intensité débitée. La puissance utile est donnée par la tension aux bornes génératrices ou du générateur multipliée par le courant débité dans la charge. Et enfin, nous avons la puissance perdue par effet Joule qui est égale donc à la résistance interne du générateur multipliée par les carrés du courant débité. Ensuite, nous avons le rendement du générateur qui est donné donc par la puissance utilisée, que nous avons appelée la puissance utile. Dans les cas générateurs, c'est la puissance électrique absorbée par la charge ou la puissance fournie à la charge divisée par la puissance absorbée qui est ici une puissance mécanique. Et donc, la formule finale du rendement, après simplification, donne la tension aux bornes de la charge divisée par la force électromotrice. Le deuxième type de dipôle actif, c'est donc le dipôle récepteur actif, qui est défini comme étant un système capable de transformer l'énergie électrique absorbée, principalement en une autre forme d'énergie, autre que l'énergie calorifique. On peut citer un moteur électrique qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Ou encore, on peut citer une batterie ou une pile en charge qui absorbe l'énergie électrique et les stocke en énergie chimique. Ces dipôles sont donc associés aux grandeurs, comme on l'a vu pour les dipôles générateurs actifs. Et ici, les grandeurs associées sont la force contre-électromotrice et la résistance interne du dipôle. Et dans la loi d'Ohm appliquée au récepteur actif est donnée par la tension aux bornes de ce dipôle récepteur actif est donnée par la force contre-électromotrice plus la chute des tensions ohmiques dans le récepteur actif, comme l'indique l'équation. Et les bilans de puissance pour le dipôle récepteur actif, comme on l'a vu précédemment, on a ici aussi la puissance absorbée donnée par la tension aux bornes multipliée par les courants, parce que c'est une puissance électrique qui est absorbée par les dipôles récepteurs. Nous avons la puissance utile. Et dans les cas ici, la puissance utile est donnée par la force contre-électromotrice multipliée par les courants absorbés par les dipôles. Et donc, cette puissance est assimilée à la puissance mécanique que fournit le dipôle. Et enfin, nous avons la puissance perdue par effet Joule, comme on l'a toujours vu précédemment. Ici, c'est aussi donné par la résistance interne du dipôle multipliée par les carrés de l'intensité du courant absorbé par ce dipôle. Et aussi, le rendement de ce dipôle sera donc égal à la puissance utile, qui est ici une puissance mécanique, divisée par la puissance absorbée, qui est la puissance électrique. Et la formule finale du rendement sera donc donnée par la force contre-électromotrice divisée par la tension borne du dipôle. Le point suivant, c'est l'association des dipôles électriques. Il existe 2 types. Et en premier lieu, nous allons commencer par l'association en série. On dit que 2 ou plusieurs dipôles sont en série lorsque les sorties des uns font les entrées des autres, c'est-à-dire tous les dipôles sont parcourus par le même courant. Le point A, nous allons voir comment est-ce qu'on associe des dipôles passifs en série. Dans les cas ici, on a pris l'exemple des résistances. Quand on associe les résistances en série, la tension totale
où la tension équivalente à ces deux bouts est donc la somme des tensions sur chaque dipôle, comme l'indique la formule ici. Et donc, à partir de cette équation, on peut tirer la résistance équivalente, qui est donc donnée par la somme des résistances des dipôles. Et comme application, il est appliqué dans le point diviseur de tension. Et comme l'indique le dessin ici en bas, la tension I2 et la tension I1 sont donc proportionnelles aux résistances auxquelles elles sont liées. Au point B, nous allons parler donc de l'association en série des dipôles actifs. Pour le cas ici, ce sont des piles. Ça peut être des cellules photovoltaïques ou des panneaux mis en série. Et donc, comme on l'a vu précédemment, ici on fait la somme des tensions de chaque dipôle pour avoir la tension équivalente mesurée entre les deux bouts. Et donc, la formule de la tension équivalente ou la FM, la force électromotrice équivalente, serait donc la somme de toutes les FM en série. Et la résistance équivalente, la résistance interne équivalente, sera aussi égale à la somme de toutes les résistances de dipôles mis en série, comme indiqué dans les figures ci-bas. Et comme application, comme je l'ai dit, on peut mettre en série des panneaux solaires, on peut mettre en série des batteries, dans le but d'augmenter la tension équivalente ou la tension mesurée entre les deux bouts. Au point C, ici nous voyons maintenant l'association des dipôles actifs et des dipôles passifs. Quand ceux-ci sont mélangés, parce que c'est ça les cas pratiques, il faut avoir des dipôles actifs d'une part pour alimenter des dipôles passifs ou des dipôles actifs récepteurs. Et ici donc on peut voir dans les formules que la tension équivalente est donc la somme de toutes les tensions suivant une maille dans le circuit. Et les résistances équivalentes, c'est toujours la somme de toutes les résistances, c'est-à-dire des résistances internes et des résistances de charge retrouvées dans le circuit. Et on retrouve donc la formule du courant, l'intensité du courant qui traverse le circuit, qui sera égale donc à la FM équivalente divisée par la résistance équivalente du circuit. Alors, allez-y comprendre que pour mettre en série les dipôles actifs, il y a des conditions. Et la condition principale pour la mise en série des dipôles actifs, il faut que tous les dipôles aient la même intensité. Et comme inconvénient de la mise en série des dipôles, s'il y a un dipôle qui est en panne, c'est tout le circuit qui est ouvert. Le deuxième type d'association des dipôles, c'est l'association en parallèle. On dit que deux ou plusieurs dipôles sont en parallèle lorsque leurs entrées sont connectées entre elles et leurs sorties également. C'est-à-dire tous les dipôles sont soumis à une même tension. Et au point A, nous allons voir l'association des dipôles passifs en parallèle. Comme indiqué sur le schéma ici, nous avons les résistances en parallèle. Et donc, le courant total est égal à la somme des courants dans chaque dipôle. Ce qui revient à dire que la résistance équivalente ou l'inverse de la résistance équivalente sera donc donnée par la somme des inverses des résistances de chaque dipôle. Autrement dit, on peut dire la conductance équivalente est égale à la somme des conductances de chaque dipôle. Le point diviseur de courant, qui est une application directe de la mise en parallèle des dipôles passifs. Comme on peut le voir sur ce schéma ici, le courant I est subdivisé en deux. Le courant I1 qui passe dans R1 et le courant I2 qui passe dans R2. À titre d'exemple, le courant I1 est égal donc au courant total I multiplié par la résistance R2 divisé par la somme de ces deux résistances R1 plus R2. Et le courant I2 est égal au courant total I multiplié par la résistance R1 divisé par la somme des résistances R1 plus R2. Au point B, nous avons la mise en parallèle des dipôles actifs. Et comme on le sait, chaque dipôle actif a sa force électromotrice et sa résistance interne.
comme on peut les voir ici au schéma suivant. Et donc, la mise en parallèle revient à additionner les courants débités par chaque dipôle. Et les schémas équivalents donnés par la FM équivalente, qui est donc égale à la FM d'un seul dipôle actif, et la résistance équivalente, qui est donc égale à l'inverse, ou disons à la résistance équivalente d'un dipôle divisé par le nombre des dipôles. Et comme application de la mise en parallèle des dipôles actifs, on peut voir la mise en parallèle des panneaux ou encore la mise en parallèle des batteries. Alors, pour mettre en parallèle des dipôles actifs, il y a des conditions à respecter. Tous les dipôles doivent avoir la même tension. Alors, comme inconvénient, si un dipôle est foutu, il risque de court-circuiter tous les autres, ainsi créer un court-circuit dans le circuit. Enfin, nous avons l'association mixte, qui est donc la mise en commun de l'association série et de l'association en parallèle. Enfin, nous avons l'association mixte des dipôles. Ici, donc, c'est l'association combinée des séries et des parallèles. Comme on peut les voir sur les schémas ci-dessous, nous avons les panneaux mis d'abord en série, deux en série, et enfin, on les met en parallèle, dans le but toujours de retrouver les conditions ou les attentes qu'on s'est fixées. Même chose ici avec les batteries, on les a mis en série, d'abord deux en série, et après en parallèle. Ici, on peut voir que pour chaque batterie de 12 volts, 100 ampères, d'abord, quand on les met en série, la tension est doublée, c'est-à-dire 24 volts. Et quand on met les deux séries et les deux en série en parallèle, la capacité devient de 200 ampères. C'est-à-dire, on a doublé la capacité et aussi la tension. Merci pour votre attention.